Le combat pour la justice fiscale, il est au cœur de mon engagement comme ministre des Finances ici à Paris. Remettre de la justice dans la fiscalité internationale. Je crois plus qu'il y a une guerre fiscale qu'une concurrence fiscale. Une concurrence fiscale, c'est quelque chose de sain, c'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 points ou 3 points d'écart entre les États et du coup, chacun peut attirer des investissements en ayant un taux d'imposition qui est plus faible que son voisin. Ça, c'est de la concurrence qui est saine. Moi, je crois à la concurrence et à la compétition entre les entreprises. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une vraie guerre fiscale, où certains États pratiquent des taux d'imposition qui sont extrêmement faibles, ce qui favorise l'optimisation fiscale, et il peut y avoir des écarts de taux de l'ordre de 10, 15 ou 20 points. Donc quand vous avez, y compris au sein de l'Union européenne, des écarts de taux d'intérêt ou des écarts de taux d'imposition qui sont de l'ordre de 15, 20, voire davantage entre des États, moi j'appelle ça une guerre fiscale plutôt qu'une véritable concurrence fiscale, et ça aboutit à la délocalisation d'un certain nombre de profits des entreprises. Et vous voyez à quel point c'est injuste. Des entreprises vont faire du profit en France, avec les clients français, avec les consommateurs français. L'argent des taxes sur ces profits devrait revenir aux consommateurs français, aux contribuables français. Eh bien non, ces entreprises délocalisent leurs profits vers des États où l'impôt sur les sociétés est beaucoup plus faible, et du coup, les Français ne profitent pas des revenus de ces taxes. Donc c'est une guerre fiscale, elle est injuste, et il faut y mettre fin. Je pense que ce n'est que très récemment qu'on s'est aperçu que le race to the bottom, la course au moins-disant, comme on dit en français, était un vrai sujet politique. Et je pense que ce n'est que très récemment qu'on s'est aperçu que la fiscalité internationale était un des volets de la globalisation qui n'avait pas été traité. On a regardé le volet social de la globalisation, les questions d'emploi, les questions de salaire, les questions de salaire minimum que nous traitons au niveau européen, tout cela a fait partie des débats sur la mondialisation. Mais il n'y avait pas eu, jusqu'à récemment, jusqu'à ce que la France se saisisse de ce sujet, un débat sur globalisation et fiscalité internationale. Donc nous avons voulu poser ce débat en disant, attendez, le race to the bottom, ça veut dire qu'il n'y aura plus demain de services publics. Parce que si on ne cesse de baisser les impôts toujours plus bas, avec une guerre fiscale entre les États, à un moment donné, il n'y aura plus de recettes fiscales. Et s'il n'y a plus de recettes fiscales, il n'y a plus de moyens de financer les grands services publics, comme les hôpitaux, les crèches, les écoles, tout ce qui nous fait vivre et tout ce qui fait vivre notre société. La deuxième chose qui n'avait pas été vue dans la globalisation, c'est la dématérialisation des activités économiques. Et je veux vraiment insister sur ce point. Je ne livre pas ce combat contre des entreprises. Je ne livre pas ce combat, pour être encore plus spécifique, contre les entreprises américaines ou contre les États-Unis. J'aime les États-Unis. Je connais très bien ce pays, je m'y suis rendu des dizaines et des dizaines de fois depuis mon plus jeune âge. Je parle l'anglais, je suis ami avec beaucoup d'Américains. J'ai beaucoup de respect pour les grandes entreprises du numérique américaines qui ont très bien réussi. Les Google, les Facebook, les Amazon sont des entreprises qui ont très bien réussi. Mais il y a un trou dans la fiscalité internationale, comme il y a un trou dans la raquette. Et ce n'est pas un petit trou, c'est un grand trou dans la fiscalité internationale. Ce trou, c'est que la fiscalité internationale, aujourd'hui, ne traite pas les activités dématérialisées. Donc, ces entreprises qui profitent pour certaines de quasiment tous les consommateurs français, je ne vais pas citer de noms, mais des grands géants du numérique américains, tant mieux pour eux, profitent de 50-55 millions de consommateurs français sur 67 millions de Français. Ils font des profits très importants parce que les Français sont un peuple prospère et ils ne payent pas d'impôts pour les Français. Même chose sur le continent européen. Continent européen, le marché unique européen, c'est 450 millions de consommateurs. C'est les plus riches de la planète.
Et moi, ce que je dis à chaque fois à mes homologues européens, c'est arrêtez d'avoir peur de votre ombre. Vous êtes puissants, mais prenez conscience de votre puissance. Votre puissance, c'est que tous ces géants du numérique, qu'ils soient américains, européens ou chinois, ils ont besoin de vos consommateurs. C'est les plus riches de la planète. Donc si vous vous rassemblez et que vous dites, bien sûr que vous avez accès au marché unique, bien sûr que vous pouvez développer vos activités en Europe, mais vous devrez payer des impôts comme toutes les autres entreprises. Eh bien, rassemblez, vous serez forts et vous pourrez faire payer à un juste niveau les entreprises du numérique. La politique est un engagement très difficile. Vous sacrifiez beaucoup de temps, vous sacrifiez votre famille, vous ne voyez pas beaucoup votre femme, pas beaucoup vos enfants, vous êtes très souvent attaqué, critiqué, c'est normal, c'est la démocratie. Et nos démocraties, au Canada, aux États-Unis, en Europe occidentale, deviennent de plus en plus violentes. Donc c'est de plus en plus difficile de faire de la politique. Il faut au moins que ça ait du sens. Parce que si ça n'a pas de sens, ce n'est pas la peine de se lever le matin et d'affronter tous les jours la vie politique si ce que vous faites n'a pas du sens. La fiscalité internationale, refonder la fiscalité internationale pour avoir les moyens de payer une bonne éducation à nos enfants, les moyens de bien soigner les gens qui sont malades, les moyens d'accompagner les personnes âgées qui vont être de plus en plus nombreuses et qui doivent vivre dignement. Ça donne du sens à votre action. Donc ça mérite de livrer ce combat-là. J'ai jamais eu aucun doute que la réaction américaine serait très brutale. Mais brutale pour brutale, quand il faut être brutal au service des autres, je sais être brutal. Et donc je l'ai été effectivement dans le combat européen pour convaincre mes amis européens d'avancer. Ça a été très difficile. Au début, en 2017, tout le monde disait « Ah non, on ne va pas faire de la taxation des activités digitales, il va y avoir une réaction américaine, ils vont protéger leurs entreprises. » On a quand même livré le combat. On a réussi à convaincre la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Puis 24 États sur 27 États européens. Puis comme toujours en politique, dès que vous arrivez à quelque chose, ça s'effondre. C'est toujours comme ça. Donc il faut revenir, repartir au combat, parce que beaucoup d'États, finalement, ont dit on abandonne et c'est trop difficile, la réaction américaine est trop forte. Puis quand j'ai vu qu'on n'arriverait pas à une solution européenne, j'ai proposé au président de la République qu'on fasse notre propre taxe nationale. C'était il y a maintenant un peu plus d'1 an. On a fait notre taxe nationale sur les activités numériques des plus grandes compagnies, celles qui ont 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est des très grandes multinationales, une taxe à 3% sur le chiffre d'affaires. Et nous avons été le premier État en Europe à percevoir cette taxe en 2019. Qu'est-ce que je constate? Il y a eu une réaction très forte des États-Unis. Ils ont dit on va vous mettre des sanctions. Mais il y a aussi eu une réaction d'autres États européens qui se sont dit tiens, la France a commencé, on va suivre. L'Espagne a décidé de mettre en place cette taxe. L'Italie a décidé de mettre en place cette taxe. L'Autriche du chancelier Sébastien Kurz a mis en place cette taxe. La Grande-Bretagne s'apprête à mettre en œuvre cette taxe. Et quand vous êtes plusieurs autour de la table, tout d'un coup, le rapport de force change. Et vous voyez, y compris des grandes multinationales américaines, regardez la déclaration de Mark Zuckerberg, le président de Facebook, qui dit, écoutez, si vous faites tous des taxes nationales partout sur mes activités, je préfère encore une taxe internationale qui soit la même pour tout le monde, partout sur la planète. Donc les choses bougent dans le bon sens. Il faut juste avoir le courage d'être leader. Et je pense que la politique aujourd'hui a besoin de leaders. Vous avez des leaders dans le monde qui sont leaders parfois pour des causes qui ne sont pas justes. C'est pas mal aussi d'avoir des leaders sur des causes qui soient justes et qu'attendent nos compatriotes. Au cœur de la culture politique française, il y a la notion de justice. Nous voulons que les choses soient justes et nous essayons de nous battre pour que le monde soit plus juste, tout simplement. Alors parfois on échoue, je vais vous dire souvent on échoue, mais ce n'est pas pour autant qu'on abandonne ce combat pour la justice. Et de ce point de vue-là, quand vous regardez, le système souffre au moins de 2 difficultés. La première, c'est le fait qu'il y a cette guerre fiscale dont nous parlions.
des États qui ont un taux d'imposition sur les sociétés à 2 ou 3%, quand d'autres ont un taux à 20 ou 24%. Donc c'est une vraie guerre fiscale, et en plus qui est totalement inefficace. Parce qu'il faut bien de l'argent de la fiscalité pour payer les crèches, les hôpitaux, les écoles, les universités. Tout ça, ça demande de l'argent public, c'est des biens publics qui sont nécessaires pour construire une société qui fonctionne bien. Si vous n'avez plus de recettes fiscales parce que les grandes entreprises délocalisent leurs profits, vous ne pouvez plus financer les écoles, les hôpitaux ou les crèches pour les enfants. Donc c'est totalement inefficace. La deuxième raison qui nous a fait réagir avec beaucoup de force, c'est que c'est injuste quand vous comparez la situation des très grandes multinationales et des PME. Si vous descendez en bas de mon bureau, vous trouverez plein de petites entreprises, vous trouverez des boulangers, des vendeurs de journaux, des commerçants. Ils payent leur impôt sur les sociétés, sur leurs bénéfices. Mais une grande multinationale qui n'a pas de présence physique en France, elle va faire des grands profits dématérialisés avec l'activité digitale, l'activité numérique, l'utilisation que vous faites des logiciels sur votre téléphone portable. Mais elle ne paiera pas d'impôts ou beaucoup moins d'impôts que cette PME. Donc, pour faire très simple, plus vous faites de profits, moins vous payez d'impôts. Ça, c'est une situation qui est totalement inacceptable et totalement injuste. Et qui résulte tout simplement d'un trou dans la fiscalité internationale. La fiscalité internationale ne traite pas le problème des activités économiques sans présence physique. Or, quand vous regardez l'histoire économique, c'est tout ce qui se développe. Ce qui se développe, c'est des entreprises qui font du profit dans des États sans présence physique. Donc il fallait impérativement traiter cette question. Et c'est pour ça que nous avons mis, avec le président de la République, cette question de la justice fiscale et de la refondation du système de fiscalité internationale au cœur de nos ambitions. Et je peux vous dire que je le fais sans relâche depuis 3 ans, sans aucune discrimination contre une entreprise ou une autre. Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup de respect pour les géants du numérique américains, les géants du numérique chinois ou européens. Ils réussissent très bien, parfait. Mais ils doivent payer leurs impôts comme les autres. Je pense que le vrai sujet, c'est que vous avez une coopération au niveau technique qui est parfaite. Aujourd'hui, les responsables techniques de la fiscalité internationale, qu'ils soient américains, allemands, canadiens, britanniques, espagnols, italiens, indiens, chinois, ils sont d'accord sur les grands paramètres de cette nouvelle fiscalité internationale. Parfois un point ou un autre qui mérite d'être détaillé, mais ils sont d'accord. C'est quand on passe au niveau politique, là où se prend la décision, que c'est plus difficile. Et là, ce qui fait la différence, c'est effectivement le leadership et les relations humaines. À un moment donné, il faut que des ministres des Finances s'entendent personnellement très bien pour dire voilà, on va dépasser nos égoïsmes nationaux pour construire une solution internationale qui sera meilleure pour tout le monde. C'est très simple ce qui va se passer. 2020 est l'année critique. Ça fait 3 ans que je livre ce combat pour la fiscalité internationale. Et je ne lâcherai rien, pas un millimètre. Parce que c'est un combat qui est juste et parce que c'est un combat qui est nécessaire. Sinon, nous n'aurons pas les moyens de faire vivre les services publics dont tous nos compatriotes, aux États-Unis, au Canada, en Europe, ont besoin. 2020, c'est l'année décisive parce qu'il y a une proposition de l'OCDE. Que cette proposition, elle comporte à la fois le traitement du race to the bottom, avec la fiscalité minimale, et elle traite la question des activités numériques. Les deux à la fois. C'est très bien, l'OCDE a fait un travail remarquable avec Pascal Saint-Amand, qui est le responsable technique de ce sujet-là, et avec André Gouria, qui est le secrétaire général de l'OCDE. Donc nous avons une solution qui traite les deux sujets, le race to the bottom, et la question des activités numériques. Soit nous avons un accord global à la fin de l'année 2020, et dans ce cas-là, la France sera le premier pays à appliquer cette solution internationale. Le premier. C'est ce que nous avons toujours défendu avec le président de la République. Nous voulons une solution internationale et ce serait une victoire pour tout le monde. Ce serait une victoire pour les États-Unis, ce serait une victoire pour l'Europe,
ce serait une victoire pour l'OCDE. Parce que nous aurions montré que nous sommes capables de nous mettre d'accord sur une solution raisonnable, avec des niveaux d'imposition qui soient raisonnables, mais qui évitent l'évasion fiscale ou la possibilité pour les entreprises du numérique d'opérer sans payer leurs impôts. Soit on ne trouve pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous n'aurons pas d'autre solution, nous en Europe, que de mettre en place des taxes digitales nationales. Et moi j'ai toujours dit que la taxe à 3% que nous avions mis en France, j'ai reporté le paiement du mois d'avril 2020 au mois de décembre 2020, mais je n'ai pas retiré la taxe. Je n'ai pas suspendu la taxe. Elle fait toujours partie de l'arsenal fiscal français. Donc si en décembre il n'y a pas d'accord, eh bien les entreprises paieront. Et je pense qu'il est beaucoup mieux pour toutes ces grandes entreprises du numérique d'avoir une solution internationale plutôt que d'être obligé de payer une taxe en France, mais aussi en Espagne, mais aussi en Italie, mais aussi en Grande-Bretagne, mais aussi en Autriche. Et pour ces deux entreprises, ça va être très compliqué parce que le taux n'est pas le même dans chaque État, donc ils devront faire un calcul de casse-tête très compliqué pour se dire qu'est-ce que je paye en Autriche, qu'est-ce que je paye en France, qu'est-ce que je paye en Espagne, qu'est-ce que je paye en Italie. Ça n'est pas optimal du tout, ça n'est optimal pour personne. Donc j'espère que ce qui va se passer en 2020, c'est que les grandes entreprises du numérique elles-mêmes vont demander qu'il y ait une solution internationale. Et regardez la position de Mark Zuckerberg, elle est intéressante parce qu'elle montre une vraie évolution. C'est le premier responsable de Facebook, premier responsable d'une grande entreprise numérique à dire, dans le fond, je préfère une solution internationale à une multiplication de taxes nationales.